Je passe donc très vite la parole au professeur Dr Tikran Kouimjan, que tout le monde connaît évidemment, qui a enseigné au Caire, à Beyrouth, à Paris, à Fresno pendant 31 ans. C'est lui qui a fondé le programme d'études arméniennes à l'Université de Californie. Il est spécialiste, bien sûr, de manuscrits, de tout ce qui est l'art arménien, de littérature arménienne, depuis le 5e siècle jusqu'à Saroyan. Enfin bon, il connaît tout. Et je suis très très heureux de lui donner la parole ce soir. Merci Bernard et merci à Maxime Nevadian et merci spécialement. Ah oui. Hello, yeah. Bon, vous savez bien que vous pouvez entendre parce que moi j'étais là-bas, j'ai rien entendu. Bien, j'ai un rendez-vous mercredi pour. D'abord, je dois vous féliciter pour être ici. Moi, je sais pourquoi je suis ici, invité. Pourquoi vous êtes ici, ça c'est toujours un mystère. Les étudiants, ils sont toujours là parce qu'ils doivent terminer les études pour avoir un certificat, n'est-ce pas? Mais les volontaires comme ça, c'est... En tout cas, mon propos, dans les 20 minutes, est de parler, soi-disant, le père Injidjian, Rougas Injidjian. Mais je dois dire qu'avant, il y a 4 personnalités, 4 pères qui sont importants dans cette période 18e, 19e siècle, la première moitié. Et c'est le père Mahitar Apahar lui-même, qui a vécu 75 ans, né en 1674, le père Rougas Injidjian, son vie était exactement le même, 75 ans, né en 1758. Après, le père Ali Khan, Raymond Ali Khan, né en 1820 et mort 81 ans après. Et Manuel, le père Manuel Khachouni, né en 1823 et né en 1903, c'est-à-dire encore 80 ou 81 ans. Qu'est-ce qu'il y a tous ces 4 ensemble? Ils sont tous nés en Istanbul, ils sont tous Bolseti, tous sans exception. Et nous avons ici Hayr Levon, qui est aussi un Bolseti, qui est aussi maintenant à Bolis. Et c'est une chose absolument extraordinaire. C'est pas dire que tous les prêtres, ils étaient Bolseti, n'est-ce pas? Mais parmi les plus productifs, c'est-à-dire les gens qui ont produit des volumes et des volumes de choses, d'écriture, c'est étrangers qui ont toutes de Bolis et toujours de bonne famille. J'ai essayé pour quelques semaines maintenant d'imaginer pourquoi. Ils ont eu tous une mère qui était impossible et échappée, je ne sais pas. Bolis n'était pas accueillante, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est la réalité. Bon. Le topic, le sujet que j'ai, l'ouvre géographique du père Rougas Injidjian, était proposé par M. Maxime Nevadian. Je dis d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire, non? On renoncer, oui. Et j'ai arrangé dans mon possibilité avec cette langue étranger pour moi, le français, d'organiser les choses autour des individus comme ça. Mais pour entrer dans les questions des œuvres imprimées géographiques de Rougas Injidjian, on doit
fait un flashback, comme on dit en anglais. On doit entrer un cercle plus en avant. Parce que l'imprimerie, qui était très important à l'île de San Lazzaro et les mercataristes, n'était pas quelque chose fondé par les mercataristes, c'est-à-dire l'imprimerie arménienne, n'est-ce pas? C'était fait en Venise, qui on ne doit pas confondre avec les mercataristes, parce que c'est fait 2 siècles avant que les mercataristes ont arrivé, enfin, Mercator arrivé à Venise. Et pour cette raison, il y a une certaine confusion. Le plus grand centre, avant, excusez-moi, je vois les tous, ils sont tous réversés, mais j'espère qu'il doit arriver bien. Avant ça, il y avait des Arméniens en Venise et ils ont publié des choses comme ici, vous voyez, le premier livre publié en arménienne, il y a 5 ou 6, était fait par cette Hagop Merabard, sur lequel on connaît rien et tout, il était là, et il a fait ces 5 livres, et vous voyez comment il a fait. Il y a un certain style. Vous les voyez, vous voyez? Oui, attendez. Voyez-vous les... Oui, ouais, bah vous ne prenez pas les notes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas les étudiants. Non, c'est pas bien. Maintenant, il faut montrer Le quoi? J'ai pas compris. There's only the title scene. Ils sont partis? You have to show it. Ah, ça, c'est pas... excusez-moi. Ah, bon, non, ben, j'ai fait 2. Ah. Parce qu'ici, on voit 2 écrans avec 12 images. Et là-bas, 12 écrans avec la même image. Bon, ça, c'est le premier livre imprimé, parmi les premières. C'est expliqué en français en haut, et je ne dois pas tout expliquer, tout ça. Comme vous voyez, il y a un certain style, etc. Mais si vous regardez la page de titre, regardez, c'est quoi? C'est pas une page de titre comme on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça, c'est la première partie du XVIe siècle, et c'est le commencement des pages de titre où il y a un formulaire. D'abord, la page de titre est comme on dit en arménien, le hishadagaran, c'est-à-dire le mémorial, les notes de scribe ou l'auteur qui est mis derrière. Il finit le travail et il fait un colophon, n'est-ce pas? Il fait un colophon, mais cette colophon a devenu le colophon en première. Et ça, c'est devenu la page de titre d'un livre. C'est la même chose qu'un colophon ancien. Bon, pas beaucoup de texte, mais c'est là. Bon, quand vous voyez les marques d'imprimeur que vous voyez en rouge et en noir, oui, de ces 2 côtés, était simplement une variante de marque des imprimeurs européens, en principe allemands et italiens. Voyez-vous, toute une série de ces marques de différents imprimeurs de différentes parties du monde à cette époque. Et qu'est-ce que c'est la leçon à prendre de ça? La leçon est le suivant, comme les Arméniens toujours voulaient dire, ah oui, nous étions pionniers, etc. C'est vrai dans un certain sens. Parmi les langues imprimées, l'arménien était parmi les premières 12 ans. Hein? C'était quelque chose. Et ils ont bien compris, pas en Arménie, hein, en Italie, en diaspora, comme on dit. Et ils ont bien compris, et vous voyez comment ils ont réussi à faire ça. Si on passe à la vraie page de titre, voyez-vous comment c'est développé. Éventuellement, la page de titre était une chose monumentale. Nous avons les arcades, nous avons les colonnes, nous avons tout pour mettre au milieu le titre de travail. Et les Arméniens, ils ont
copié ce même système, ils ont improvisé un peu, etc. La tradition a pris un peu de temps. Hein. Nous sommes ici dans le 16e, 17e siècle, mais regardez ça. Nous sommes ici dans le 18e siècle. Qu'est-ce que nous avons? 12 pages de titre. Vous voyez ça? Sur le côté gauche, c'est une page de titre pas imprimée, fait à la main, un manuscrit. Et le scribe a dit, bon, on ne peut pas imprimer ce volume, mais on peut faire une page de titre comme si c'était imprimé, comme les gens qui imprimaient. Et le côté droit, c'est après la même époque, imprimé. Et ce qui est étrange, c'est seulement le 12e volume qui a un manuscrit, c'est un manuscrit, mais le premier et troisième tome de ce même travail sur Thomas Aquin était imprimé. Comme j'ai mentionné, à Trieste, et je pense à une imprimerie que les méritaristes ont eu à Trieste, n'est-ce pas? Hair-Levon, ils ont eu l'imprimerie à Trieste, les méritaristes. Oui. Et c'était quel méritariste? Le séparatiste ou le tout ensemble? Ah oui. À Trieste, l'imprimerie. Qui dirige? Les gens de Venise ou les gens qui sont séparés de Venise? Ah bon? Vienne. Mais c'est bon. Merci. J'ai pensé ça. Bon, après, on approche M. Rougas Indjidian. Après, non, ça c'est pas bon. Après un mappamondi, une carte du monde, n'est-ce pas? Fait par les Arméniens, mais fait à Amsterdam. Parce qu'Amsterdam, dans les années 1650-60, il y avait une colonie avec les Vanandetsis. Thomas était parmi eux. Et ils ont imprimé des différentes choses. Parmi les choses, une carte. Ils ont imité des cartes européennes, bien sûr. Mais c'est assez bien fait. Et de temps en temps, ils ont coloré, etc., etc. Bon, ça, c'est une sorte de préface des choses que je voulais dire au sujet de quelques pères méritaristes et l'imprimerie. Bon, je fais comme ça. Non. On fait comme ça. Non. On fait comme ça. Non. Ah. Bon. Le père méritariste sur un mosaïque à San Lazzaro et on continue avec lui. Oui. Non. À Venise, il y a un problème de deviner qui a fait ces livres, c'est-à-dire qui a fabriqué des livres, pas écrit des livres, fabriqué des livres. Et quand on lit Venise, Bénédicte, on pense, et c'est méritariste bien sûr, on pense que ça s'est fait par le méritariste. Mais en tout cas, avant que la fin du XVIIIe siècle, une imprimerie était une imprimerie sur Venise, pas chez le méritariste. Ils n'ont pas eu de presse. C'était une certaine Bartoli. Après, il y avait 2-3 autres, et parmi eux, un arménien aussi. Et comme vous voyez, nous avons dans cette image d'un dictionnaire, un dictionnaire très poussé, hein, imaginez, c'est un dictionnaire de presque 1300 pages, mais un dictionnaire où beaucoup de choses à expliquer. Et il y a des gravures dans ce dictionnaire. Par exemple, les gravures que vous voyez ici, il y a toute une série. Il y a Mesro Mashtots, il y a Nerse Shnorali, il y a de Catholico Sahag, qui a commis tous ces gens, les évêques et les prêtres à côté. Et cette
manière de publier, d'imprimer un livre et de décorer le livre ou avec les gravures, qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas toujours avec les vignettes ou les bandes décorées qu'on voit à côté droite, oui, ou les grandes lettres majuscules, capitales, animées, comme on voit dans les manuscrits arméniens de trucs. Bon, maintenant, autre sens. Carte de l'Arménie. 1749, Venise, Méritariste. Carte d'Arménie, Thomas Varandetsi, 1695. Et vous voyez qu'il y a une ressemblance frappante entre les deux cartes. Et on voit cette idée de carte avec deux hémisphères comme ça, très populaire dans cette époque. Maintenant, pour donner une petite idée sur cette question d'imprimerie dans ce moment de fin 18e et 19e, vous pouvez lire que c'est le moment de démocratisation, c'est-à-dire le livre pour tout, le livre arménien, accroissement qualitatif de production. Imaginez-vous, la première moitié du 19e siècle, il y avait presque 2000 livres publiés en arménien. Ça, c'est une grande quantité à cette époque. Le livre est maintenant partagé en classe, toutes les classes presque. La langue ashkarapar a pris son place parce qu'il y avait parmi les méritaristes quelques-uns comme Rougas Indjijian qui a insisté d'écrire des livres dans l'ashkarapar. La plupart fait encore à part. Bon, quand vous lire l'ashkarapar de cette époque, c'est presque comme le kukarapar pour nous, parce que c'est changé un peu, oui. Mais il y avait ça, et la langue s'est généralisée en général. Bon. Mikhail Chamchian, un de nos héros, né en Istanbul. Il a fait, dans les années 1784 jusqu'en 1786, une énorme histoire d'Arménie, en 3 volumes. Comme ça, je n'exagère pas. À côté, c'est comme ça, c'est après 4000, 5000 pages. Et qu'est-ce qu'il y a parmi les originalités de cette œuvre? Si vous regardez bien cette page, vous regardez que le texte est encadré dans un rectangle, n'est-ce pas, de côté. Mais hors de rectangle, de côté, il y a les petites notations, les petites choses qui sont difficiles à lire. En haut, à la droite, en bas, à la gauche. Et au milieu, dans les deux côtés. Ça, c'est les notes, comme nous avons les notes maintenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la référence. Vous pouvez lire, si vous pouvez lire, je ne sais pas, côté gauche, Khorenatsi, et la référence, etc. Le source de cette information, c'est donné chaque fois, sur chaque page, dans tous ces 3 volumes. C'est-à-dire, nous avons le premier essai, le premier essai réussi d'une histoire critique. Par critique, on dit citez la source où vous avez trouvé cette information. Et dans ce domaine, Chamchian était un pionnier. Bon, il a fait comme des Européens l'ont fait déjà dans cette époque, n'est-ce pas? Mais c'était très impressionnant. Dans le livre de Chamchian, il y a 2 ou 3 gravures dans ces 3000, 4000 pages. Et ça, c'est un. Et c'était coloré. Peut-être que vous savez,
l'imprimerie à cette époque, quand on imprime une gravure, il n'y a pas de couleur. C'est quelqu'un qui couleur à main. Et ça, c'est un exemplaire qui quelqu'un a couleur, met les couleurs par main. Bon, en fin de compte, on arrive à notre père Rougas Indjigian. Né en Constantinople, il arrive à Venise en 1770, il a 12-13 ans. Et là-bas, il y avait déjà son oncle, qui était Chamchian, l'historien. Ça, c'est l'oncle de Rougas Indjigian. Et là, il a tout de suite entré dans ce travail, le moine à San Lazzaro, éventuellement attiré par la géographie et l'ethnographie. Très important, il veut savoir tout. Bon, il a utilisé différentes sources pour tout ça, mais il était obsédé par ça. Il y avait son plus grand livre, 3 volumes, publié 12 ans après son mort, en 1835. Je vous démontre une page de titre. A essayé de parler, de prendre les 16 régions d'Arménie historique, et pour chaque région, essayer de définir et d'expliquer l'économie, la population, la langue, quelle occupation il y a, quel coutume, quel accent, quel dialecte, comment ils ont habillé, sans gravure. Il explique chacun comme ça, une par une. C'était absolument un travail impressionnant. Non, bon, autre sens. C'est à cette époque, un petit livre anonyme est arrivé comme ça, et je vous démontre ça. Pourquoi? Plutôt pour le reliure, c'est reliure papier. Mais c'est le même livre, reliure 3 fois, avec papier différent chaque fois. Et je suis convaincu que le père là-bas, à San Lazzaro, a fabriqué ce papier, et ils ont utilisé le système d'imprimer avec les dessins en couleur. C'est fabuleux. Et qu'est-ce que c'est le petit livre de 100 pages, 110 pages? C'est les actes, je n'ai pas utilisé ce mot, mais c'est le mot, les actes de grand consul de l'église de Chalcédoine, qui était la séparation entre les catholiques et les non-catholiques, c'est-à-dire le monophysite, soi-disant, et le diophysite. Et le livre même, le livre même est comme ça. Si on ouvre une page comme ça au milieu, côté gauche, il y a le texte latin, avec une traduction de latin en arménien, texte grec, original texte grec, parce que les Grecs et les Latins n'étaient pas tout à fait d'accord à 451, à le Conseil de Chalcédoine. Ils ont pris tous les différents textes, qui doivent être le même texte, parce que c'est les actes de même campagne, et ils ont traduit en arménien sur la face là-bas. C'est-à-dire, ils demandent une certaine, qu'est-ce que je peux dire, sophistication, une certaine érudition et une certaine éducation, une certaine connaissance. Hein? C'est pas tous les... C'est lequel? 1 minute? 5 minutes. I have 5 minutes. 5 minutes. J'ai 5 minutes. OK, bon, j'ai les... Bon. Parmi un autre de ces livres, c'est un livre très curieux, écrit, publié en arménien en 1794, à San Lazzaro, qui était sur la résidence d'été de Byzance. Il était d'Istanbul, bon, celle-ci. Et il a, après ce livre, 10 ans après ce livre, il est rentré de Venedig à Bolis. Et il est resté 20 ans à Bolis, avant de rentrer à Venedig pour mourir 10 ans plus tard. Et ça, c'est une traduction récente en Istanbul, en turc, de ce livre sur le Bosphore et sur le Bosphore, oui, et les Straits
C'est lequel? C'est ça? Oui. Non. Chaque fois, je trompe chaque fois. Bon, en plus, il a fait cette merveilleuse 3 volumes, Renacosutune. Plus fort, excusez-moi, moi je parle à moi-même. Hein. Le Renacosutune, archéologie du monde arménien, 3 volumes, et c'est vraiment très important. Bon, il y a très peu de temps. Il y a notre père Manuel Cacciuni. Pourquoi je cite lui? Lui aussi, il a écrit 2 grands, forts volumes, et vers la fin de sa vie, il a fait encore 3 forts volumes sur l'archéologie, histoire, etc. Mais, entre-temps, il était un prof pour les lycéens et les gens dans les différents collèges arméniens à Istanbul ou à Venise, et il a fait des manuels pour l'école, une après l'autre, sur le flore, sur le faune, sur qu'est-ce qu'on peut manger, sur les forêts, tout ça. Il a fait au moins une quinzaine de livres comme ça. Et je suis presque fini. Dans les livres, parce que j'ai mélangé impression, imprimerie avec histoire, etc., j'ai sélectionné comme ça les petites vignettes qui terminent un chapitre, n'est-ce pas? Dans les anciens livres, fin de chapitre, il y a une vignette de quelque sorte, et il y a ici une sélection. Et tout ça pour dire, il y a un travail énorme à faire toujours sur cette question, d'essayer de trouver tout ce qui était déjà écrit, hein, parce que le père méritoriste, ils ne sont pas restés comme ça, ils travaillent toujours, et il y a beaucoup de choses à trouver. Pourquoi ils ont concentré sur ça et ça? Pourquoi cette fascination extraordinaire avec la géographie et l'ethnographie? Parce que c'est le même problème que nous avons. Pourquoi nous sommes ici? Voilà, c'est exactement le même problème. Pourquoi nous sommes ici? Et ils ont posé cette même question. Et en tout cas, c'est bien qu'ils ont trouvé l'île et ils ont resté là-bas. Et comme ça, au moins, ils sont là. Je ne sais pas comment on peut... Mec n'a pas un tune-inch, ils sont isolés ou non, ils ont donné pour tout le monde. Maintenant, on doit demander, il n'y a que des questions. Et dans un certain sens, on doit avoir une admiration énorme pour tous ces pères, mais en même temps, un grand pitié. Hein, en pitié, parce qu'ils ont sur eux un héritage, un poids d'histoire que c'est pas facile de maîtriser. Et on fait quoi avec? Pour qui? Pour nous? Ici, à Lyon, Paris, ou on ne sait pas, à New York, ou Chicago, ou Beyrouth, je ne sais pas. C'est pas évident. En tout cas, merci pour que vous avez compris mon français. Merci beaucoup, Declan.